Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous informer, alors que les Wazalendo reprennent Walikale et que le coordonnateur de l'AFC évoque une violation de cessez-le-feu par le renforcement de position du M23. Le docteur professeur Dadi Saleh recadre le débat. Le vrai cessez-le-feu, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pas avec leur supplétif du M23. Il appelle donc le gouvernement à plus de lucidité et de fermeté face à ce qu'il qualifie de stratégie de diversion suivie. La menace, effectivement, par rapport au cessez-le-feu au niveau de Walikale et Centre, nous savons très bien qu'effectivement, ce cessez-le-feu est unilatéral et déclaré par le 23 l'AFC avec effectivement le Rwanda dans ces cas-là, selon la République démocratique du Congo. Mais quand même, la République démocratique du Congo avait acté à travers son porte-parole militaire. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on doit considérer qu'il s'agissait de cessez-le-feu unilatéral ou bien cessez-le-feu accepté aussi par la République démocratique du Congo. Ce qui fait que la violation d'un tel cessez-le-feu ne devait dépendre qu'effectivement d'un accord signé. Or, accord signé, à ma connaissance, il n'y a pas. Même si on doit considérer Doha, qui a parlé de cessez-le-feu globalement, et là, c'était avec le Rwanda, entre la RDC et le Rwanda, et non avec le 1-23 entre guillemets. Ce qui fait que c'est maintenant que des négociations apparemment sont en cours entre la RDC et la 1-23, l'AFC et le Rwanda dans ces cadres-là à Doha. Donc, on est un peu dans une confusion par rapport effectivement au respect ou non d'un cessez-le-feu qui était unilatéral. Ce qui nous renvoie à penser effectivement que, écoutez, on ne peut pas rompre un cessez-le-feu qui n'existe pas. Il existe un cessez-le-feu unilatéral. Donc, est-ce que le Wazalendo aurait pris Walikale Centre et les repositionnements effectivement du M23 à AFC autour exactement de Walikale en disant qu'effectivement que si il s'avérait que ce cessez-le-feu est compromis, probablement ils disent indirectement ou bien directement qu'ils attaqueraient encore et qu'ils essaieraient de conquérir encore les positions. Moi personnellement, je pense effectivement que c'est ce qui s'est fait depuis Bunagana. Depuis toutes les positions. Ce sont des négociations, mais au même moment, les 1-23, l'AFC avec le Rwanda ne sont jamais arrêtés à essayer de gagner des positions. Et même là où nous parlons, ils continuent à essayer de gagner des positions, à se repositionner. Ce n'est qu'une politique de polichinelle. Donc je pense effectivement qu'il ne faut pas que la République démocratique du Congo soit assez naïve pour considérer que la 1-23 ne se repositionnait pas déjà. Dans ce cadre-là, quand on prend les renforts pour prendre Goma, les renforts pour prendre Bukavu, les renforts pour essayer d'aller vers Kisangani en maintenant des positions. C'est des milliers de militaires qui se renforcent et se positionnent matin, midi, soir. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc selon moi, il s'agit des stratégies militaires des uns et des autres et à chacun de prendre de meilleures stratégies militaires pour gagner la guerre. Nous sommes dans la ville de Béni. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a foulé le sol de Béni ce vendredi 4 avril 2025 à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Il entame une mission d'itinérance visant à soutenir et consolider les efforts du gouvernement provincial dans un contexte sécuritaire toujours tendu au Nord Kivu. Suivez. C'est une mission d'itinérance. Nous sommes venus constater l'installation du gouvernement provincial provisoirement dans la ville pour les renforcer aussi et les accompagner dans l'administration de la province dans cette situation sécuritaire particulière. Réparation au profit de victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement s'engage dans un partenariat avec le système des Nations Unies. C'est ce que nous révèle Judith Suminwa Tuluka, première ministre, dans ses propos recueillis par votre rédaction. Un honneur, mais aussi un acte de haute responsabilité de présider cette cérémonie de signature du partenariat entre le Fonds national de réparation aux victimes FONAREV et le système des Nations Unies. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise
à protéger et à réparer les droits de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. Notre pays, vous le savez, subit depuis plus de 3 décennies une guerre imposée, orchestrée notamment par le Rwanda, à travers les groupes armés dont le M23 AFC. Aujourd'hui encore, les affrontements se poursuivent, accentuant la souffrance des populations civiles déjà déplacées par millions. Et vous avez pu vous en rendre compte à travers le témoignage de Madame Mami, que je remercie pour son courage par ailleurs. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, plus de 480 000 personnes déplacées se trouvent aujourd'hui à Minova, dont 178 000 enregistrées au cours des 2 dernières semaines seulement. L'occupation illégale d'une partie de notre territoire s'accompagne malheureusement d'actes de barbarie d'une ampleur inacceptable. On l'a dit, destruction systématique des infrastructures sociales, notamment les établissements de santé, pillage violent, violation massive des droits de l'homme. Lancée lundi 31 mars, la table ronde sur l'appropriation du Génocoste s'est clôturée. Jeudi 3 avril, comme prévu, l'objectif de ces assises était de permettre aux Congolais de réfléchir sur comment s'approprier du Génocoste afin que ces atrocités ne se répètent plus, a rappelé Kevin Ngunga, directeur général adjoint du FONAREV. Un extrait choisi par Steve Kanyinda. C'est un processus qui a commencé depuis bien longtemps avec un appui considérable du chef de l'État et un engagement fort du gouvernement, parce que depuis 2019, le gouvernement s'était engagé à tout mettre en œuvre pour que justement la situation des victimes dans notre pays puisse évoluer et que nous ne puissions plus regarder du côté des bourreaux, mais cette fois-ci regarder du côté des victimes. Et cet engagement a conduit justement à la promulgation en 2022 donc de la loi numéro 22/065 qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes. Et de cette loi, il y a eu plusieurs notamment il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes, et qui également a conduit à la création notamment du FONAREV et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du Génocoste. Et l'objectif de cette table ronde était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le Génocoste. Le Génocoste qui est comme je le disais, une journée nationale en commémoration des victimes, pour commémorer les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et l'objectif aujourd'hui était de permettre aux Congolais, quels qu'ils soient, il y a eu des membres du gouvernement, il y a eu des représentants de la société civile, des victimes elles-mêmes et d'autres Congolais, de justement réfléchir ensemble de la manière, de quelle manière s'approprier ce Génocoste pour permettre à ce que cette histoire ne soit pas oubliée et nous ne puissions plus répéter les mêmes atrocités, mais surtout, et très important, promouvoir la culture de la paix. Et c'est ce qui a été fait. Pour sortir la République démocratique du Congo de l'impasse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à reprendre en main le processus de consultation en suspendant celle menée par son conseiller Eberande Kolongele afin que lui-même consulte le Congolais, estime Maître Grace Tshunza. Pour lui, cela va renforcer le lien entre les chefs de l'État et certains acteurs. Grace Tshunza est dans cet élément. À l'heure actuelle, le président de la République doit suspendre les consultations de Eberande Kolongele que je qualifie de farce. Eberande, dans ses consultations, il fabrique des gens comme des Jeannot, il prend des copains, des copines
alors que le pays a besoin du sérieux pour se relever. Le pays a besoin du sérieux pour faire face à l'ennemi. Le pays a besoin du sérieux et surtout, lorsque le gouvernement de l'Union nationale sera publié et que le président Félix Tshisekedi soit conséquent, c'est l'occasion pour lui de se relever et de mettre le pays dans une direction de déboulonner le système vieux de Kigali, en République démocratique du Congo. Mais si ce gouvernement échoue, il se croule, il s'entraîne automatiquement dans une fosse qu'il lui sera difficile à se relever. Et nous qui le conscients de loin, nous demandons à ce qu'il prenne son courage, qu'il consulte son peuple. Parce que lors de la création de l'Union sacrée, c'est lui-même qui avait consulté le peuple. Il connaît bien les acteurs politiques, plus qu'Ebéran. Ebéra qui est venu en politique ici par l'occasion de la nomination comme directeur adjoint du cabinet du chef de l'État. Ebéra ne connaît pas les acteurs politiques que Tshisekedi Félix lui-même. Et dans les cadres de la coopération bilatérale et parlementaire entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, l'ambassadrice hollandaise en République démocratique du Congo a été reçue ce jeudi 3 avril par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Au menu, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Échangeons autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par une guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La diplomate hollandaise a transmis au speaker de la Chambre basse du Parlement un message de soutien de son pays. L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement, qui a condamné au nom de son pays la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, a par ailleurs fait savoir que le Pays-Bas soutienne tout le processus de paix engagé pour le retour de paix en RDC. J'ai fait une visite courtoisie avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On se voit pour parler un tout petit peu du pays, des possibilités, des soucis et comment en tant que Pays-Bas on peut appuyer l'RDC. On suit avec grand intérêt tous les processus de paix qui sont en train de se dérouler et on se tient au courant. Et bien sûr, on appuie tous les processus qui peuvent faire une paix durable au pays. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué vivement le soutien apporté par le Pays-Bas en ces moments critiques où la RDC a besoin de l'attention de tout le monde. Il s'agit là d'un résultat positif, de plus de la diplomatie parlementaire initiée par l'Assemblée nationale pour retour de la paix sur tout le temps du territoire national. Le Pays-Bas reste un partenaire de taille de la République démocratique du Congo en matière de coopération au développement et reste engagé à apporter son soutien dans la recherche de la paix dans le pays de Lumumba. Au nord Kivu, à Sake, dans le territoire de Masisi, la population vit dans la précarité, manque d'eau potable, soins médicaux quasi inexistants. Onésime Fazili lance un cri d'alarme et appelle les autorités à agir. Un reportage de Guillaume Gundamena. C'est une situation alarmante qui déstabilise de plus en plus les habitants de la cité de Sake dans les territoires de Masisi au nord Kivu de la RDC. On peut lire une misère montante caractérisée par une malnutrition qui ne dit pas son nom, couplée à un manque de criant en eau potable et énergie électrique comme l'explique ici Onésime Fadili. Masisi, précisément à Sake, la vie devient difficile. La vie de la population de Sake, Chacha et Karenga, vraiment ça devient très compliqué. Parce qu'après la guerre, comme vous le savez, les gens qui étaient à Goma, ils étaient obligés de retourner dans leur village respectif. Et dans le sens du retour, ils ont rencontré d'autres réalités. Alors avec ça, vraiment, il y a un problème de la malnutrition. Je peux citer manquement de l'eau, électricité. Ça devient un peu compliqué à la population en question.
pour moi, vraiment, avec les deux choses, si la population les trouve, ça peut tellement aider. Les autorités locales doivent intervenir le plus tôt possible avant que l'on assiste à une scène désolante, poursuit-il. Pour moi, ce que je peux demander aux autorités locales, c'est de penser aux organisations humanitaires qui œuvrent ici dans le territoire de Massissi pour appuyer les enfants vulnérables qui se trouvent dans cette zone, mais même de penser comment apporter de l'eau en urgence pour cette population qui traverse des moments difficiles, mais même l'électricité, que ce soit au moins un peu urgent, que cette population trouve la lumière et trouve aussi de l'eau. Signalons que la cité de Sac est située à quelques kilomètres de la ville de Goma. Cependant, de toutes les difficultés à laquelle elle fait face, les déficits électriques seraient le cadet de ses peines. Et la situation reste préoccupante sur les lacs Édouard. Le secrétaire général de la Fédération du comité de pêcheurs individuels du lac Édouard, FECOPE en sigle, Josué Kambasso Mukura, tire la sonnette d'alarme face à la raréfaction du poisson dans la zone de pêche, mettant en péril la subsistance de nombreuses familles. À cela s'ajoute un grand problème de transport. En moins de 2 mois seulement, 4 pirogues ont fait naufrage. Suivez-les dans cet élément choisi par votre rédaction. Ok, sur le lac Édouard, nous avons maintenant des problèmes qui sont devenus permanents, surtout sur le transport de personnes et leurs biens. Vers le 18 février 2025, donc cette année-ci, dont nous avons perdu 18 personnes. Donc 18 personnes. Et 8 ont été retrouvés quand même en vie. Et c'était à cause de quoi? Puisque, vous voyez, sur le lac Édouard, il y a un problème très sérieux, puisque la force loyaliste ne voudrait penser que les pirogues de transport puissent quitter Vichumbi. Sur 30 personnes qui étaient à bord d'une petite pirogue, 18 personnes ont perdu leur vie. 8 personnes ont été retrouvées à vie, donc des rescapés. Donc nous voulons que le gouvernement puisse trouver une solution, voir comment on peut réouvrir et mener même des opérations pour récupérer la zone occupée par peut-être la rébellion. Alors, sur le plan dans le secteur pêche, c'est vraiment catastrophique. C'est la même chose. Donc, la pêche illicite a monté un degré là très élevé. Donc, aujourd'hui, à cause de la pêche illicite soutenue par la rébellion, d'une autre part soutenue par les forces loyalistes, les forces navales, le Wazalendo, les pêcheurs congolais sont obligés d'aller maintenant en Ouganda. Et voilà aujourd'hui, les Ougandais sont en train d'arrêter et saisir les matériels des pêcheurs congolais. Donc, chaque mois, il y a toujours une centaine de pêcheurs congolais qui sont arrêtés en Ouganda. Les poissons sont mal conservés, quelque part même avec les grands lacs que nous avons, avec beaucoup de poissons, si cela est bien réglementé, nous pouvons nourrir presque toute la sous-région avec nos poissons à provenance du lac Édouard. Donc, le gouvernement congolais doit faire son mieux pour investir dans la protection du lac Édouard, mais dans la réglementation. Et nous croyons qu'avec ça, nous n'aurons plus beaucoup de problèmes sur le plan alimentaire. Et là, nous serions en train d'accompagner aussi les chefs de l'État dans sa lutte de lutter contre la malnutrition au niveau de la RDC. Nous sommes à Goma, un groupe de jeunes préoccupés par les effets du changement climatique et la pollution plastique a initié une sensibilisation à l'Institut Faraja de Goma. Cette initiative vise à éduquer les élèves sur les conséquences environnementales des déchets non dégradables au nord et au sud Kivu. Denise Kavira et Mungui Kotieri ont activement participé à cette noble cause. Elle a été jointe au téléphone. Suivez Denise Kavira. Si nous sommes là, c'était pour sensibiliser les élèves de l'Institut Faraja en fait d'être responsables de l'environnement. Et pourquoi nous avons organisé cette séance de l'éducation environnementale? C'est pour outiller les élèves de l'Institut Faraja de certaines notions sur les conséquences et l'impact du changement climatique, l'impact des déchets plastiques dans leur milieu de vie et surtout au niveau de leur éducation.
Nous avons choisi le Siti Faraja parce que nous avons constaté qu'il y a des options qui parlent de l'éducation, de l'environnement. Et c'est pourquoi on est là, parce qu'on voulait outiller ces jeunes de quelques notions qui peuvent les aider dans l'avenir à être des responsables, éco-responsables et surtout à pratiquer l'entrepreneuriat vert en transformant les déchets plastiques qui constituent un problème aujourd'hui, mais qui sera aussi une solution. Les élèves de l'Institut Faraja sont appelés de s'approprier cette initiative. Les programmes de l'éducation environnementale concernent tout le monde, car les déchets plastiques dans la ville de Goma sont très nombreux et ils sont en train de détruire aujourd'hui la ville. Il rend la ville impropre, il y a beaucoup de salubrité et aussi de se rendre toujours des responsables de l'environnement, de bien protéger l'environnement. Rendons-nous en dehors de nos murs. Au moins 100 Palestiniens tués en une journée dans le frappe aérienne israélienne à Gaza. C'est un reportage de Euronews. Au moins 100 Palestiniens ont été tués en une seule journée lors de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza. 27 d'entre eux ont péri lors d'une attaque qui a visé une école dans le quartier de Toufa, dans le nord du territoire où vivent des Palestiniens déplacés. Parmi les victimes, une douzaine d'enfants et 5 femmes. Une autre attaque contre des maisons dans un quartier voisin a fait au moins 30 autres victimes, selon les autorités médicales palestiniennes. Cette nouvelle tragédie survient alors qu'Israël a intensifié son offensive sur l'enclave dans le cadre d'une campagne visant à accroître la pression sur le Hamas afin qu'il libère les derniers otages israéliens et à terme à expulser le groupe islamiste de la bande de Gaza. Volker Turk, le haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, a exprimé son inquiétude face à la recrudescence de la violence. Since 1 March, Israeli military operations have killed more than 1,200 Palestinians, including at least 320 children, according to the Ministry of Health in Gaza. And bombardments continue of residential buildings, tents, hospitals and schools, including places where Palestinians have been ordered to move. There was no let-up, even as Palestinian families celebrated Eid. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 600 cibles à Gaza, éliminant plus de 250 membres du Hamas depuis la reprise des combats. Le Hamas a condamné ces attaques et les a qualifiées de massacres odieux de civils innocents. Les Nations Unies exigent la cessation immédiate des hostilités et exhortent toutes les parties concernées à travailler ensemble pour rétablir immédiatement le cessez-le-feu et éviter de nouvelles souffrances au peuple palestinien. Et après 2 mois de tensions et de rebondissements, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol est définitivement démis de ses fonctions. Toujours un reportage de Euronews. Yoon Suk-yeol est officiellement destitué. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a pris sa décision à l'unanimité. L'ancien président est reconnu coupable d'avoir violé les principes fondamentaux de l'état de droit. En décembre dernier, Yoon Suk-yeol avait tenté d'imposer la loi martiale et donné l'ordre à l'armée d'encercler le Parlement. Des élus s'étaient barricadés pour voter l'abrogation de la loi martiale. Yoon Suk-yeol avait obtempéré en dénonçant une dictature parlementaire. 국민 주권주의 및 민주주의를 부정하고 병력을 투입시켜 중앙선관위를 압수수색하도록 하는 등 헌법이 정한 통치 구조를 무시하였으며 La crise politique polarise les Sud-Coréens depuis la tentative de coup de force de Yoon Suk-yeol. Des manifestants anti-Yoon ont acclamé le verdict de la Cour constitutionnelle au moment où des partisans de l'ancien président accusaient d'ennemis ceux qui soutenaient sa destitution. De son côté, Yoon Suk-yeol dit avoir le cœur brisé de ne pas avoir répondu aux attentes de ses concitoyens. Sa destitution ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée. Le scrutin doit avoir lieu d'ici 60 jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite la bonne santé partout où vous nous suivez et je dis merci à l'équipe rédactionnelle de Misha Pivres TV. Derrière la caméra, c'était Maurice Monila et Christian Chibaka. Merci à vous tous, portez-vous bien.